Voilà, donc cette petite vidéo micro-trottoir, c'est pour positionner un certain nombre de choses concernant l'usage de l'ascenseur et l'intérêt que ça peut présenter dans la vie quotidienne. Je vous propose donc, pendant cette conférence, d'aborder un certain nombre de sujets. D'abord, ce qu'on a appelé les défis à relever, et vous verrez de quelle nature ils sont. Le rôle social de l'ascenseur, prenant une vue hélicoptère de façon beaucoup plus générale, de voir comment il s'intègre dans la société d'aujourd'hui et dans la société future. Ensuite, on entrera plus particulièrement dans la réglementation. Donc, quelle est la réglementation applicable aux différents types de bâtiments, aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants. Donc, une partie plus technique. Et puis, enfin, on parlera de la valorisation du bâti, qui explique un peu le titre de la conférence. Donc, une accessibilité valorisante pour le bâti. On verra de quelle façon et où on en est aujourd'hui et où on pourrait souhaiter d'aller si on voulait encore progresser dans le domaine. Donc j'ai repris ça dans la plaquette d'Urbaccess. L'accessibilité en France, c'est 650 000 bâtiments publics, 31 millions de logements, 12 millions de personnes en situation de handicap et 50% de la population française qui sera directement concernée, sous quelque forme que ce soit. Ça peut être en poussant une poussette, comme les mères de famille qui sont devant l'ascenseur sur la photo du bas à droite, par une difficulté, à un moment donné de leur vie, de déplacement. Face à ça, on a un parc d'ascenseurs en France qui comporte un peu plus de 482 000 ascenseurs accessibles aux personnes, 40 000 monte-charges et élévateurs pour personnes à mobilité réduite, un peu plus de 8 000 escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Ce parc, c'est par sa taille le 4e en Europe. Il a une particularité, ce parc français, c'est que c'est le plus vieux d'Europe. Les Français sont très attachés à conserver des ascenseurs ad vitam aeternam. C'est comme si toutes les voitures aujourd'hui qui circulaient étaient des voitures de collection. Les ascenseurs sont souvent des ascenseurs de collection puisque un quart du parc en France a plus de 40 ans d'âge. Alors, le challenge, c'est de pouvoir relever toutes les barrières. Et toutes les barrières, c'est celle du handicapé qui doit prendre un métro. Vous savez que certains métros, principalement de province, sont accessibles jusqu'au niveau des quais aux personnes handicapées en fauteuil roulant. Ce n'est pas forcément le cas du métro parisien. Ça peut être, sur la photo du milieu, le jeune qui vient de se casser la jambe et qui va, pendant quelques semaines ou quelques mois, avoir un handicap provisoire puisqu'il va se déplacer avec des béquilles, pas pouvoir poser le pied par terre. Ça peut être les mères de famille avec leurs poussettes. Ça peut être un immeuble où vous avez effectivement un ascenseur, c'est la photo du milieu en bas, mais avec des portes de dimensions extrêmement étroites qui, pour certaines formes de handicap, peuvent convenir, mais pour un handicapé en fauteuil roulant, peuvent être extrêmement difficiles d'accès. Et ça peut être, même s'il y a un ascenseur qui ne s'arrête pas bien à l'étage, avec une marche de 10 ou 15 cm parfois qui se forme lors de l'arrêt de la cabine et qui interdit l'accès aux personnes handicapées. Et qui est une des sources principales d'accidents, puisque plus du tiers des accidents d'usagers en France, c'est la marche qui se forme lorsque la cabine ne s'arrête pas précisément à l'étage. Et ce sont des accidents qui affectent pour 50% des personnes de plus de 60 ans. Alors, on va prendre une vue un peu plus hélicoptère à travers d'une étude qu'avait fait Chronos sur le rôle social et la problématique de verticalité. Petit à petit, les villes grignotent la campagne. On va vers une concentration, dans un avenir relativement proche, de quelques dizaines d'années. 80% de la population dans un pays comme la France sera concentrée dans les villes. Si on ne veut pas que les villes deviennent tentaculaires, ce qui provoquerait des durées de déplacement considérables pour se rendre d'un point à un autre, on commence à constater que certaines municipalités, dans les PLU, interdisent de construire des plains-pieds. Elles interdisent de construire des plains-pieds pour éviter que la ville ne continue de s'étendre. Donc on va obligatoirement vers une verticalité de plus en plus importante. Et puis, donc, d'ici 2030, 60% de l'humanité vivra dans les villes. Et au-delà, on arrivera, dans un futur de peut-être 2 décennies supplémentaires,
à près de 80% de l'humanité qui sera concentrée dans les villes. Alors c'est un bien pour la redensification de la population, la mise à disposition plus simple de l'ensemble des services. Ça va créer de nouveaux espaces de découverte au sein des villes, ça va éviter la dispersion de la population. Pour un mal qui est l'effritement du lien urbain, de nouvelles problématiques de circulation, une perte de la lumière naturelle. Imaginez que les villes de demain ressemblent à ce que peut ressembler une partie de New York aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on va être dans des rues qui ne verront jamais le soleil. Et puis, cette population vieillit. Aujourd'hui, en France, 20% des habitants ont plus de 60 ans. Demain, en 2030, c'est 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc, un tiers, pratiquement, de la population qui aura plus de 60 ans, sachant que les personnes de plus de 60 ans, et ce n'est pas parce que l'âge d'espérance de vie aujourd'hui va en s'allongeant qu'on n'a pas certaines difficultés inhérentes à l'âge. Et à 60 ans, effectivement, il y a une fragilisation des os, il y a un vieillissement, il y a des difficultés de motricité qui font que les gens ne sont pas traités de la même façon. J'ai retrouvé cette petite étude qui avait été faite à la demande du gouvernement en 2006, enquête Cher de 2006, sur le site de l'INSEE. C'est une étude qui montrait le nombre de logements adaptés dans les différents pays européens pour les personnes de plus de 65 ans. En France, on est juste en dessous de la moyenne européenne, à environ 6% de logements équipés. Alors vous voyez que dans certains pays, comme la Hollande, le Danemark, on est au double. Cela dit, qu'on soit à 6% ou à 12%, le jour où on a plus du tiers de la population qui est concernée et qui a cet âge, on voit qu'on va avoir quelques difficultés, effectivement, avec le bâti actuel. Et puis, si on observe l'état de la réglementation dans les différents pays européens, vous voyez que la France a à peu près la même situation. Alors, vous aurez de la difficulté à lire les caractères qui sont là. En fait, en vert clair, ce sont les pays où il y a une législation nationale ou une législation régionale sur l'accessibilité des personnes handicapées, où il y a obligation d'ascenseur dans les bâtiments publics à partir de 1 niveau en superstructure ou en infrastructure, où il y a une obligation d'ascenseur dans les bâtiments résidentiels de plus de 4 niveaux, où il n'y a pas ou pas encore de réservation d'espace pour une installation ultérieure de l'ascenseur, c'est-à-dire il n'y a pas de prescriptions qui font que lorsqu'on construit aujourd'hui, on donne obligation à prévoir de pouvoir installer un ascenseur là où la réglementation ne l'oblige pas aujourd'hui, et il n'y a pas de supplément aux directives des marchés publics pour l'accès des personnes handicapées. Alors, normalement, dans ce chart, il y a un vert foncé qui est le monde idéal, mais on ne l'a pas représenté parce que ça occupait de la place, ça faisait encore des caractères plus petits. Et puis le monde idéal, il n'existe pas dans les pays européens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays européen où effectivement on ait prévu tout ça et en plus inclus dans les directives des marchés publics des obligations d'accessibilité. En jaune, c'est les pays, vous voyez que c'est principalement l'Allemagne, quelques autres pays, où l'obligation est faite de mettre un ascenseur dans les bâtiments, dans les établissements recevant du public, sous certaines conditions de trafic. C'est-à-dire que là où il y a un faible trafic, il n'y a pas d'obligation. Là où il va y avoir un trafic relativement important, il y a un seuil à partir duquel les obligations sont données. Dans les immeubles résidentiels, c'est les immeubles résidentiels de plus 5 niveaux, contre 4 niveaux pour nous. Pas de réservation d'espace, bien sûr, pour une installation future, et pas de supplément aux directives des marchés publics. Et puis en rouge, bon, il y a quelques mauvais élèves qui sont plutôt les anciens pays de l'Est, où il n'y a aucune législation spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune prescription de mise en œuvre d'ascenseurs dans ces pays pour l'accessibilité verticale des bâtiments. Nous avons fait réaliser par l'Institut CSA, en avril de l'année dernière, au printemps de l'année dernière, une étude d'image. Alors une étude d'image à plusieurs volets, savoir ce que les Français pensaient de l'ascenseur, du besoin d'ascenseur et puis de la façon dont les ascenseurs fonctionnent, et puis savoir également ce qu'ils pensaient des ascensoristes, c'est-à-dire de notre profession.
Alors j'ai pris simplement 2 extraits. Un extrait qui, par rapport à la question qui était posée de savoir si les gens considéraient que l'ascenseur est un outil primordial pour préserver l'accessibilité des personnes âgées et des personnes handicapées, eh bien, vous me direz, ça peut paraître logique, mais 98% des Français interrogés sont d'accord, à savoir que, bien évidemment, rien ne permettra de se substituer à l'ascenseur comme outil indispensable d'accessibilité verticale dans les bâtiments pour les personnes au-delà d'un certain âge et pour les personnes handicapées. L'ascenseur, pour les personnes interrogées, a une présence forte dans le quotidien des Français, un rôle social majeur pour la mobilité, pour l'accessibilité, pour l'aide à l'autonomie des personnes âgées, pour la lutte contre la dépendance. C'est ce qui va permettre effectivement aux gens de sortir de chez eux et d'accéder à d'autres services ou à d'autres besoins. Il a des atouts technologiques forts. C'est un élément de valorisation de l'habitat. Et la mise en sécurité du parc, vous en avez tous entendu parler, les ascenseurs anciens nécessitent des travaux de mise en sécurité. Dans une période de 2003 à 2018, il a été laissé 15 ans. On en parle fréquemment dans la presse parce qu'on dit ça coûte cher, c'est inutile, c'est les ascensoristes qui ont fait du lobby pour faire passer ça. Je pense qu'on en sera reconnaissant dans 10, 15 ou 20 ans que d'avoir des ascenseurs qui seront toujours là, qui auront cette fois-ci 60 ans plutôt que 40 ans, et qui s'arrêteront précisément à l'étage pour éviter que les gens continuent à se casser le col du fémur ou que les handicapés restent sur le palier puisqu'ils ne pourront pas monter dans la cabine. Alors, sur un plan sociologique, là c'est une sociologue qui s'exprime et je vais essayer d'illustrer un peu ses propos. Qui utilise les ascenseurs ? Des personnes qui ont une dépendance particulière, qui ont un besoin particulier, comme les personnes vieillissantes, les femmes enceintes, les femmes avec des enfants, des poussettes, les personnes malvoyantes, les personnes avec un handicap moteur, mais aussi toutes les personnes valides. C'est-à-dire qu'on est dans un objet qui n'est pas apparenté au handicap. Là, il n'y a pas de ségrégation. C'est valable pour tout le monde. Et quand vous regardez et que vous observez aujourd'hui le comportement des gens, vous vous rendez compte que parfois, là où on a mis des ascenseurs spécifiquement pour les personnes âgées et handicapées, par exemple dans des commerces, dans des centres commerciaux, pour doubler des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants qui ne peuvent pas être utilisés par les personnes handicapées, aujourd'hui, ceux qui les utilisent le plus, c'est les jeunes. Et que parfois, on crée une file d'attente des personnes handicapées parce que les jeunes utilisent des ascenseurs. Dans quel lieu utilise-t-on les ascenseurs ? Alors, dans les aéroports, dans les hôtels, dans les logements, pour accéder à un métro, mais ça peut être aussi, et je pense que ça le deviendra de plus en plus dans le futur, dans le logement individuel. Alors, en conclusion, ce n'est pas la conclusion de la réunion, c'est la conclusion de ce propos-là, ne vous sauvez pas. Il y a une diversité de configurations qui appelle une diversité de services, sans oublier qu'il y a de nouvelles attitudes, et c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que je me souviens d'avoir installé des ascenseurs dans un métro, dans une ligne de métro dans une ville de province. Dans chaque station, donc ascenseur pour accéder au quai, etc. Et sur ces ascenseurs, il y avait des compteurs de trafic. Au terme des 10 premières années d'utilisation de la ligne, on a fait un recensement des trafics des appareils, de leur vieillissement, et on a comparé les taux de panne, etc., par rapport au vieillissement des appareils. Et dans la majorité des stations, on avait excessivement peu de trafic des ascenseurs. On est reparti pour une période de 10 ans, et au bout de quelques années, on a refait de la même façon un relevé des compteurs, et on s'est aperçu que c'était devenu totalement différent. C'est-à-dire que les ascenseurs étaient utilisés en permanence, et par des populations, quand on l'observe, particulièrement jeunes, qui n'imaginent même pas de prendre l'escalier fixe, bien évidemment, mais même l'escalier mécanique, s'il y a un ascenseur, et qui vont attendre devant l'ascenseur qu'il arrive, même si ça prend un peu plus de temps que l'escalier mécanique. Alors, on dispose aujourd'hui de tout un tas d'outils qui permettent d'imaginer qu'on va pouvoir demain mieux organiser la ville, mieux organiser les transports, y compris les transports verticaux. L'outil de plus en plus indispensable
que pratiquement tout le monde a à sa disposition et demain tout le monde aura à sa disposition, c'est un outil qui est connecté en permanence à Internet et qui est riche de données et d'informations. La logique dans laquelle on s'inscrit, peut-être passer le slide suivant, c'est l'échange, le partage, la contribution des services. L'ascenseur est un service. Si je suis une personne à mobilité réduite et que je dois prendre le métro, et si tant est que ce métro est accessible, j'ai besoin de savoir par quelle station, à quel endroit et au débouché de quelle station je trouverai un ascenseur qui va me permettre d'accéder au quai. La logique veut que demain, et ce demain est à mon avis assez proche, on puisse, every day, worldwide, we are sharing and collaborating, qu'on puisse rendre des services qui permettent de savoir que par un GPS, en me dirigeant là et à 50 mètres, je vais trouver un ascenseur qui va me permettre effectivement d'accéder à ma station de métro, où je trouverai la ligne 9 qui va m'amener en prenant telle direction au point où je désire me rendre. Donc on est vraiment dans une logique où la ville va s'organiser différemment et où les outils de communication qu'on a à sa disposition doivent être un facilitateur pour utiliser les services qui sont mis à disposition, l'ascenseur pour nous en faisant totalement partie. Alors, quelques pistes de réflexion de la sociologue que l'on avait interrogée, qui sont comment faire passer l'ascenseur d'une logique de coût à une logique d'intérêt sociétal. C'est-à-dire que si je lis la presse aujourd'hui, et je suis même payé pour la lire, on trouve souvent des articles sur les ascenseurs, et ils sont en général toujours sur le même registre. C'est trop souvent en panne, ça coûte trop cher, etc. Et ça grève le budget des copropriétaires qui n'ont pas les moyens de payer l'entretien des ascenseurs. On voit de ce qu'on a vu avant que c'est un mal nécessaire et qui va aller même en croissant et en évoluant, parce qu'on imagine mal dans la société de demain qu'on puisse se passer des ascenseurs. Donc comment faire passer les ascenseurs d'une logique de coût à une logique d'intérêt sociétal? Comment faire de l'ascenseur un moyen de déplacement conscientisé par les individus? Alors on veut dire quoi par là? On veut dire que vous prenez l'ascenseur, je prends l'ascenseur, chaque jour, et la plupart du temps sans m'en rendre compte. Pour venir ici, vous avez pris un ascenseur, vous avez pris des escaliers mécaniques. Est-ce que vous avez conscience que vous preniez l'ascenseur ou l'escalier mécanique? Non, vous étiez en train de bavarder avec quelqu'un, de regarder votre iPhone, ou simplement regarder le ciel bleu sans faire attention que vous étiez transporté par un moyen mécanique. On se rend compte que l'ascenseur est là quand vous êtes face à la porte palière et qu'elle ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que l'appareil est en panne. Donc, comment faire en sorte comment faire de l'ascenseur un moyen de déplacement conscientisé par les individus, qui est vraiment une prise de conscience de combien de fois je le prends. On a l'habitude de dire à la Fédération des ascenseurs qu'en France, il y a plus de 100 millions de trajets d'ascenseur par jour. Il y a 65 millions de Français, il y a plus de 100 millions de trajets par jour. Et comment faire de l'ascenseur le lieu des sociabilités? Bien oui, si on se réfère à la fête des voisins, tout ce que vous voulez, etc., on se rend compte que dans bien des immeubles, le lieu où les gens se croisent et au moins sont obligés de se faire un signe de tête, voire de s'adresser un bonjour poli, c'est dans l'ascenseur. L'espace est suffisamment clos et suffisamment restreint pour qu'ils puissent difficilement rester face à face en chien de faïence. Donc comment aller au-delà de ça et faire de l'ascenseur un lieu des sociabilités? Alors je vais passer la parole à Stéphane et puis Olivier, mais Stéphane en premier, parler de la réglementation. C'est sévère ça, la règle. Oui, merci. Alors, je me propose avec Olivier Moisan de vous présenter l'état actuel de la réglementation en France, qui concerne évidemment l'accessibilité verticale. Vous verrez au travers de la présentation, et bien entendu au travers de la réglementation française, que l'ascenseur, suivant les critères précis, on va les voir ensemble, est obligatoire, mais qu'en revanche, les élévateurs sont, eux, dérogatoires, et tout le long de la présentation, nous allons préciser ce point avec Olivier. Alors, la réglementation concerne aujourd'hui... Alors, juste le slide avant, mais bon, tu peux laisser celui-là. La réglementation aujourd'hui concerne les bâtiments d'habitation, les bâtiments qu'on appelle ERP, donc les établissements recevant du public, mais également les IOP, les installations ouvertes au public. Alors,
il manque aujourd'hui dans la réglementation française un bâtiment qui est le bâtiment Code du travail. Il est en cours de rédaction. Il devrait normalement sortir cette année en 2012. Enfin, nous le pensons, on espère. Alors, concernant l'ensemble des textes, alors c'est la photographie aujourd'hui de la représentation de l'accessibilité en termes de réglementation pour les circulations verticales. Alors ça fait un petit peu peur, je vous l'accorde, mais je me propose avec Olivier de vous la présenter de façon vulgarisée, on va dire, pour qu'on puisse bien en prendre conscience. Alors il faut savoir que cette réglementation s'appuie sur la loi de 2005, sur la loi du 11 février 2005 précisément, sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À la suite de ces lois, le 17 mai 2006 est sorti un décret d'application qui a été tout de suite suivi par des arrêtés, qui sont les arrêtés du 17 mai 2006. Ils ont été abrogés aujourd'hui et remplacés par 4 arrêtés. 4 arrêtés qui vont décrire la réglementation dans l'habitation, dans les ERP, dans les IOP, avec une précision pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Alors, concernant les bâtiments neufs, 2 arrêtés. Vous avez l'arrêté du 1er août 2006, qui concerne, il y en a un qui concerne l'habitation neuve, et un autre, à la même date, 1er août 2006, qui concerne l'accessibilité des ERP des IOP. Ensuite, c'est qu'en 2007 qu'est apparu 2 nouveaux arrêtés concernant les bâtiments existants. C'est l'arrêté du 26 février 2007 qui concerne l'accessibilité des habitations existantes et l'arrêté du 21 mars 2007 concernant l'accessibilité des ERP des IOP. Alors, toute cette réglementation sur l'accessibilité concerne et a pour objectif évidemment de répondre aux besoins de tous les handicaps. Alors, plusieurs types de handicaps, bien évidemment, sont traités dans les circulations verticales. On a les handicaps dits physiques, avec tout ce qui concerne la mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil roulant, mais également tous les handicaps liés à la dextérité, à l'équilibre, les personnes, on le disait, qui peuvent être accidentées, par exemple, même momentanément. Vous allez au ski, vous avez la jambe cassée, vous pouvez être handicapé et avoir des problèmes pour accéder aux circulations verticales. Donc on le prend en compte dans la conception aujourd'hui des appareils. Vous avez également les handicaps dits sensoriels, c'est-à-dire les handicaps visuels, les handicaps auditifs, et vous avez également les handicaps qu'on appelle cognitifs, handicaps liés aux infirmités mentales, des difficultés par exemple à apprendre. Alors, aujourd'hui, l'ascenseur a intégré une harmonisation qui est dite unique en Europe, puisque les ascenseurs, les élévateurs ont bénéficié d'un travail de normalisation élaboré au niveau européen. Ces travaux, auxquels d'ailleurs ont largement contribué les constructeurs d'ascenseurs, ont permis d'aller au-delà des simples prescriptions habituelles en matière de sécurité, en matière de normalisation. Les normes ainsi élaborées, il y en a 2 concernant l'accessibilité. L'EN 8170 pour les ascenseurs et l'EN 8141 pour les élévateurs. On a défini donc précisément des caractéristiques dites fonctionnelles et dimensionnelles pour qu'ils permettent la meilleure qualité d'usage pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. Alors, il faut savoir que dans l'Union européenne, chaque fois que l'exigence d'ascenseurs accessibles s'impose, c'est un appareil qui doit être construit suivant l'EN 8170 qui est installé. Cette standardisation, vous l'avez bien compris, réduit fortement les coûts de mise en accessibilité et permet surtout aux utilisateurs d'avoir un usage intuitif des ascenseurs, quel que soit leur lieu d'installation. Alors, c'est pas nouveau dans l'ascenseur, l'intégration
des problèmes de handicap. Ça a démarré en 1994. Il faut savoir qu'en 1994, on a démarré la prise en compte de l'accessibilité dans l'ascenseur, et ça a été fait au niveau international, avec la création d'un groupe de travail qui était un groupe de travail ISO, qui au départ a travaillé uniquement sur les auxiliaires de commande et de signalisation. Il fallait bien démarrer par quelque chose à l'époque. Donc ensuite, en 1995, c'est au niveau de l'Europe qu'on a intégré la notion d'accessibilité dans les exigences de sécurité et de santé au travers de la publication de la directive ascenseur. Alors, je disais que l'accessibilité, c'est pas nouveau, puisque ça date de 1994. Ça a démarré avec les travaux au niveau international, avec des groupes au niveau ISO, qui ont travaillé exclusivement au départ sur la partie commande et sur la partie signalisation. Ensuite, au niveau de la directive ascenseur, on a intégré cette notion d'accessibilité dans les exigences de sécurité et de santé, en intégrant un objectif, je dirais, de résultat à atteindre, qui était de concevoir des cabines d'ascenseur qui permettent de faciliter l'usage des personnes handicapées. Il y a eu ensuite, un peu plus tard, un groupe de travail au niveau européen qui a eu pour objectif de rassembler des moyens, c'est-à-dire pour créer une norme harmonisée, une norme européenne, avec un objectif de moyens. La directive ascenseur donnait un objectif de résultat, l'accessibilité pour tous. Le Comité européen de normalisation, au travers du WG7, avait pour objectif, lui, de donner des moyens pour atteindre l'objectif. Et c'est en 2003 que la norme harmonisée EN 8170 a permis de constituer un ensemble de moyens pour répondre aux objectifs de résultat de la directive ascenseur. Alors si on regarde rapidement quelques exigences de la norme EN 8170, on s'aperçoit que les constructeurs d'ascenseurs avaient intégré le principe qui est aujourd'hui donné à l'intérieur de ce salon, qui était le principe de la conception universelle. Puisque quand on regarde, l'objectif était de donner des moyens pour permettre et de faciliter l'usage de toutes les personnes, y compris les personnes ayant un handicap. Et on peut voir par exemple qu'au travers de cette norme, on a travaillé sur la partie commande avec une boîte à boutons dont les boutons doivent être situés, par exemple, entre 900 mm et 1200, pour faciliter l'accès et la possibilité de se servir des boutons, quelle que soit, je dirais, sa taille et sa position, debout ou assis dans un fauteuil, par exemple. Également, pour les personnes avec des difficultés visuelles, on a imposé, au travers de cette norme 8170, le fait d'avoir les numéros d'étage en relief. Et également, donc en relief, et éviter tout ce qui est gravure, puisque les personnes qui ont des difficultés visuelles ne permettent, en touchant, ne permettent pas d'avoir une sensation et de deviner, on va dire, par simple toucher, les numéros d'étage. Donc on a des numéros d'étage aujourd'hui qui sont en relief, et on a proscrit également les lettres. Par exemple, rez-de-chaussée, sous-sol, sous-sol, SS, rez-de-chaussée, RC ou RCH. Aujourd'hui, on a l'obligation, lorsqu'on applique la 8070, d'indiquer des numéros 0 ou -1 pour le sous-sol. Alors également, quand une personne qui a des difficultés visuelles veut atteindre la partie du rez-de-chaussée, elle a juste à passer sa main sur le panneau de commande et le niveau principal, souvent repéré par le 0, et en saillie, dépasse de quelques millimètres, ce qui permet à la main de buter sur ce bouton, et il sait automatiquement que le rez-de-chaussée est directement accessible par ce bouton. Également, le bouton d'alarme, excusez-moi, le bouton d'alarme est éclairé également en jaune, toujours cerclé de jaune, et il est indiqué aussi par une petite cloche. À l'intérieur de la cabine, vous avez systématiquement également une main courante positionnée à 900 pour tout ce qui est problème lié à l'équilibre, pour permettre de rester debout.
Vous avez également une obligation d'avoir une synthèse vocale pour permettre d'annoncer, lorsque l'ascenseur est à l'étage, le numéro de l'étage. Et vous avez également une information quant au sens de déplacement aussi de la cabine. Hein ? Qu'est-ce que je peux vous dire également ? Les dimensions aussi de cabine sont imposées dans la 80-70 pour permettre à un fauteuil roulant de correctement pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cabine. Également, le passage libre de porte avec un passage libre de 800 mm est imposé pour pouvoir faciliter l'accès des fauteuils roulants à l'ascenseur. Un point aussi important, c'est la précision d'arrêt de la cabine par rapport au seuil qui permet de limiter les dénivellations et de faciliter l'entrée et la sortie de la cabine. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Olivier Moisan qui va parler plus précisément des EPMR, donc les élévateurs pour personnes à mobilité réduite. Bonjour, je vais essayer de ne pas être trop confus. Pas facile de vivre ici. La situation de handicap, on la maîtrise bien là, on la sent bien hein, quand on est monsieur qui a un problème de... Alors monsieur en plus il a un problème avec sa boucle magnétique, d'après ce que j'ai compris, il n'entend pas, elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc, sur l'audition, dans ce salon, il y aura des choses à voir. Hein. Enfin, bref. Donc les élévateurs, tout à l'heure on a dit c'est dérogatoire, c'est-à-dire qu'en fait l'arrêté du 1er août 2006, il dit qu'à l'article 7.2, vous devez avoir un ascenseur dans un certain nombre de situations et un élévateur ne peut remplacer un ascenseur que s'il obtient une dérogation fixée dans les conditions fixées par l'article R111-19.6 du Code de la construction. Cette disposition, on ne l'a pas précisé encore, de dérogation n'est possible que dans le bâtiment existant, puisque dans le bâtiment neuf, les dérogations, les possibilités de déroger ont été supprimées du fait d'un arrêt du Conseil d'État. Donc les élévateurs, on va pouvoir les trouver dans un certain nombre de RP existants dans lesquels on va rencontrer des difficultés pour installer un ascenseur tel que l'a présenté mon collègue tout à l'heure, pour des questions d'architecture, de profondeur de fosse, de hauteur sous plafond. Là, il y a un certain nombre d'exemples. Bon, pour cette hauteur, par exemple, à monter dans un restaurant ou une mairie ou sur la voie publique, là, l'installation d'un ascenseur à cet endroit-là pose un certain nombre de difficultés, à la fois techniques. Les toutes petites courses sont assez difficiles à réaliser avec les ascenseurs pour des questions de volume de sécurité nécessaires en dessous et au-dessus. Et donc l'élévateur va pouvoir être une mesure de substitution. Comme l'a prévu la réglementation, on parle en fait dans ce cadre de ces dérogations d'estimer un dispositif qui permet d'avoir une accessibilité qui n'est que modérément dégradée, c'est ce que dit la circulaire d'application. Voilà. Alors dans un élévateur, on va trouver, en ce qui concerne les boutons, à peu près la même chose qu'un ascenseur, puisque le dimensionnement des boutons, le positionnement, le marquage en relief comme on l'a indiqué tout à l'heure, tout ça est exactement sur le même référentiel dans le N8141 et dans le N8070. Et là encore, on voit aussi que ces rapprochements de normalisation et de standardisation, qui sont assez spécifiques à nos métiers, donnent un côté un peu universel à l'usage qui me semble intéressant. On pourra voir dans le salon qu'il y a d'autres dispositifs qui participent à l'accessibilité qui ne sont pas soumis à ce type de standardisation. Et on voit que quand on va pour les utiliser, on trouve des dispositifs qui doivent remplir la même fonction, mais qui ont des caractéristiques très différentes. Et à mon sens, ce n'est pas très facile toujours d'en comprendre l'usage. Dans nos métiers, on a cette chance d'avoir un travail qui a été fait par la profession globalement et au niveau européen. Et on va trouver un certain nombre de repères identiques. Alors, on a les boutons qui sont comme ça. Un élévateur, typiquement, c'est en général un habitacle qui est ouvert. Il existe quelques élévateurs avec des habitacles fermés, mais la très grande majorité sont avec des habitacles ouverts. On va y trouver des portes, mais qui sont des portes battantes automatiques. Donc, et là, je ne l'ai pas indiqué là, mais il faut toujours penser quand on fait un élévateur, parce que ça, ce n'est pas un point réglementaire, mais c'est un point qui me semble essentiel pour les portes battantes automatiques, de mettre des boutons déportés. On ne met pas le bouton sur la porte, mais on le met à quelques mètres de façon à ce qu'une personne en fauteuil roulant puisse commander l'ouverture de la porte avant d'être dans le volume de déplacement de celle-ci. Ce n'est pas réglementaire, mais c'est une qualité d'usage nettement améliorée. Les commandes à bord sont à pression maintenue. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a une qualité d'usage assez dégradée par rapport à celle de l'ascenseur, où on appuie, on relâche et ça va aller à l'étage qu'on a choisi. Un élévateur, quand on est dedans, on appuie
et il faut garder appuyé jusqu'à temps que la porte s'ouvre pendant tout le déplacement. C'est une nécessité du fait que justement on est dans une nacelle ouverte et qu'on veut garder la nacelle sous le contrôle de son utilisateur. Voilà. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle directive machine, les commandes palières, par contre, elles sont automatiques. C'est-à-dire qu'au palier, par contre, on appuie et l'ascenseur arrive et la porte, elle s'ouvre. En tous les cas, pour tous les appareils qui ont été mis sur le marché depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle directive machine, c'est-à-dire depuis décembre 2009. Voilà. Dans un élévateur comme dans un ascenseur, on va trouver des dispositifs qui sont à disposition de l'usager en cas de blocage, de panne de courant ou de panne tout court. Un dispositif de liaison phonique bidirectionnelle qui permet d'appeler quelqu'un et de rentrer en relation avec quelqu'un pour appeler des secours. C'est une nouveauté de la directive machine. C'est aussi une obligation d'un décret qui a été publié en décembre, qui est rendu obligatoire en décembre 2010, de 2008-1325. Et donc normalement, à terme, les élévateurs anciens devraient être équipés de ce dispositif de liaison phonique. Et puis les élévateurs neufs, eux, en sont équipés de série. Voilà. Il doit y avoir effectivement un contrôle de surcharge. Tout ça, c'est des dispositifs où on voit que le référentiel en matière de sécurité a été rapproché de l'ascenseur. Il y a un certain nombre de choses qui restent différentes du fait même de l'usage qu'on veut en faire, c'est-à-dire d'avoir un appareil qui a un encombrement, un volume qui permet de l'intégrer plus facilement dans un bâtiment existant. Alors, quand on disait dérogation, alors dans quel type de bâtiment on peut mettre un élévateur, moi je trouve exemplaire quand l'administration sait nous produire des documents aussi clairs. Je ne me moque pas en disant que ce n'est pas toujours le cas. Là, on voit que si on est dans les cases rouges, on n'a pas le droit de dérogation, donc pas d'élévateur. Si on est dans les cases vertes, il y a une possibilité de dérogation, donc une possibilité d'élévateur. Quand je dis une possibilité, c'est que la dérogation, elle n'est pas à coup sûr. Il faut quand même pouvoir justifier. Il y a des critères bien définis dans la circulaire 2007-53 qui dit dans quelles conditions on peut obtenir des dérogations ou pas. Qui explique, c'est pas la circulaire qui le dit, mais qui explique dans quelles conditions. Et donc la commission d'accessibilité locale va évaluer le produit qui va être proposé en substitution de l'ascenseur, puisque c'est au moment où on va instruire le permis de construire que cette procédure va avoir lieu. Voilà, je me présente, je fais partie d'une sous-commission départementale d'accessibilité et j'aurais souhaité savoir quelle est la hauteur de levée maximum d'un élévateur. Nos usines sont en Normandie, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend. En fait, si on parle du point de vue réglementation du produit, c'est-à-dire marquage CE du produit, aujourd'hui, ce qui fixe la limite de hauteur de déplacement d'un élévateur, c'est, je vais être barbare, tant pis, c'est son attestation d'examen CE2 type. C'est-à-dire que pour être mis sur le marché, le produit va subir un passage, un contrôle par un organisme de contrôle qui est indépendant de l'entreprise qui le fabrique. Et dès lors que la course est supérieure à 3 mètres, cet organisme de contrôle va donner un certificat pour une course maximum. Et cette course maximum, c'est d'une certaine manière le constructeur qui choisit dans la conception de son produit. D'accord ? À partir de là, ça c'est pour la partie mise sur le marché, c'est-à-dire conformité européenne du produit. Pour ce qui est de l'installation dans le bâtiment public, aujourd'hui, il n'y a pas d'article dans la réglementation qui fixe il est interdit d'installer des élévateurs au-delà d'une certaine course. Il existe de temps en temps une confusion, que j'entends de temps en temps, qui était fixée, en fait, il y avait une norme française, la NFP 82-222, qui normalement n'est plus d'application obligatoire depuis le 1er janvier 1995, puisque à l'entrée en vigueur des directives européennes, les normes françaises ont dû s'effacer, c'est le principe. Et dans la 82-222, effectivement, il y a un article qui fixait à 4 mètres la hauteur maximum des élévateurs dans les bâtiments publics et à 10 mètres dans les bâtiments privés. Ces notions de 4 mètres et 10 mètres ont été abrogées avec l'entrée en vigueur des directives. Alors ça, c'est du point de vue réglementaire. Du point de vue de l'usage, ces appareils-là vont à 0,15 m. Dans la 8e édition du Moniteur, qui est sortie il y a environ 1 an, il donne 3,50 m maximum. Alors le problème, c'est que l'autre jour, on a passé en sous-commission justement un élévateur pour un restaurant. Donc, et l'élévateur, normalement, il faut qu'il fasse 4 mètres dans le restaurant. Alors, sur les documentations de certains fabricants d'élévateurs, il y en a qui le font à 4 mètres. Et ils répond aux normes EN 81, 41. Mais sur le Moniteur, ils mettent 3,50 m maximum. Alors, qui croit ?
je vais essayer de ne pas être sévère avec le Moniteur, parce que c'est un journal que je lis et que j'aime bien. En l'occurrence, c'est pas tout à fait la loi, le Moniteur. Ce qui est clair, c'est que la limite de course, il y a effectivement tout un tas de seuils. Hein. Alors, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une limite à 3 mètres. 3 mètres, c'est le seuil à partir duquel il faut, si on veut installer un élévateur, pouvoir présenter une attestation d'examen type d'un organisme notifié. Donc, au-delà de 3 mètres, on doit pouvoir justifier qu'on sait le faire et qu'un organisme a dit, effectivement, votre appareil peut aller à cette course-là. Et sur l'attestation, on verra la course maximum. Le seuil de 3,50 m, personnellement, je ne vois pas quel texte y ferait référence, puisqu'il n'y a eu jamais aucun texte qui introduisait un seuil à 3,50 m. Il y avait la 82-222 avec le seuil de 4 mètres, mais ce seuil de 4 mètres a été supprimé du fait de l'introduction des directives machines et des nouvelles règles de mise sur le marché. Moi, mon sens, c'est plutôt une règle d'usage. C'est-à-dire que la commission d'accessibilité, elle doit, à mon avis, évaluer l'usage qui va être fait de cet élévateur. Je vais essayer de m'expliquer. Potentiellement, rien ne m'empêche, dans une gare existante, de mettre un élévateur. Dans une gare, toutes les personnes sont à mobilité réduite dès lors qu'ils ont des valises. Donc à ce moment-là, on va avoir un niveau d'usage de l'appareil de déplacement vertical qui va être tel qu'un élévateur qui va à 0,15 m par seconde avec des portes battantes va très vite montrer ses limites. Donc là, on voit bien que même si c'est qu'une hauteur de 3 ou 4 mètres à monter, il faut absolument y mettre un ascenseur, parce que cet ascenseur, c'est le seul qui va garantir, avec 1 mètre par seconde et des portes automatiques, un flux, un flux en plus qui est concentré au moment où le train arrive. D'accord ? Par contre, si on veut faire la mise en accessibilité d'une mezzanine dans une bibliothèque municipale, dans laquelle les enfants vont venir, par exemple, le mercredi, voilà, et on a 4 mètres ou même 5 mètres à monter, et on a une hauteur sous plafond qui est limitée à 2 mètres ou 2 mètres 20 parce que c'est une mezzanine. On va peut-être pas, là, à ce moment-là, demander à la mairie de faire une rehausse de toiture pour mettre un appareil 80-70. Vous voyez, à mon sens, la question, la réponse, je suis des fois un peu embrouillé dans mes explications, mais à mon sens, du point de vue réglementaire, il n'y a pas de limite au déplacement d'un élévateur. C'est son attestation d'examen de type qui fixe cette limite, mais il y a une vraie limite à l'usage du fait de son déplacement et sa capacité à gérer un flux de personnes. Voilà. Alors, je vais poursuivre dans la partie réglementaire. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que c'est pas facile dans les conditions qui nous sont proposées aujourd'hui pour cette conférence. Alors, l'arrêté du 1er août 2006 pour ce qui concerne l'habitation, s'il y a une chose en quittant la salle que vous reteniez, c'est celle-là, c'est qu'en fait l'ascenseur est obligatoire dès l'instant que vous avez plus de 3 niveaux au-delà du rez-de-chaussée, avec des logements au-dessus et au-dessous. Alors vous inquiétez pas, on va faire un petit quiz après parce que c'est pas très clair, mais vous allez comprendre avec le petit quiz. Également, si l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de 15 logements en étage, dessus ou dessous du rez-de-chaussée, donc il y a plus de 15 logements, alors on doit prévoir l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. C'est dans le cadre, effectivement, des mesures qui doivent être prises par l'architecte. Également, on donne une définition dans cet arrêté de ce qu'est une dénivellation. Dès l'instant que vous avez une dénivellation de 1,20 m, cette dénivellation est considérée comme un étage et donc doit être desservie par l'ascenseur. Alors, le petit quiz. Plusieurs configurations que l'on peut constater, que l'on peut voir et sur lesquelles on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il faut un ascenseur ou est-ce qu'il n'en faut pas. Premier cas, le rez-de-chaussée est toujours le niveau d'accès le plus bas. Niveau d'accès le plus bas ici, je vous ai dit, c'est 3 niveaux de logement au-dessus du rez-de-chaussée. Ici, c'est considéré comme un hall sans logement, il ne compte pas. 1, 2, 3, rez-de-chaussée plus 3 niveaux de logement, je n'ai pas d'ascenseur. Ensuite, ici, j'ai 2 niveaux de parking, mais j'ai 3 niveaux de logement au-dessus du rez-de-chaussée, je n'ai donc pas besoin d'un ascenseur. Ensuite, 2 niveaux de parking au-dessus du rez-de-chaussée, on va dire 1 niveau de parking au-dessus du rez-de-chaussée, mais j'ai que 3 niveaux de logement, je n'ai pas non plus besoin d'ascenseur. Maintenant, ici, j'ai 4 niveaux de logement au-dessus du rez-de-chaussée, ascenseur obligatoire. Ici, j'ai 3 niveaux de logement au-dessus du rez-de-chaussée et 1 niveau de logement au niveau du sous-sol. Ça fait 4 niveaux de logement au-dessus ou en dessous
du rez-de-chaussée, ça veut dire ascenseur obligatoire. Et là, ici, niveau de rez-de-chaussée, donc niveau plus bas, 4 niveaux de logement au-dessus du rez-de-chaussée, il faut donc un ascenseur. Alors, notre rôle est quand même de vendre des ascenseurs, donc c'est pas la bonne façon de présenter les choses, mais on l'a fait volontairement, de donner les cas de figure où on peut échapper à l'installation d'un ascenseur. C'est l'état de la réglementation aujourd'hui, et on voit toutes les aberrations qui peuvent exister. Ce qui importe finalement, c'est que le monsieur qui a mis son pinard dans la cave au -2 et qui habite au 3e étage, puis le monsieur ou la dame, puisse raisonnablement aller le chercher, quand bien même il serait handicapé ou simplement une personne âgée. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, c'est ça, c'est la réglementation. C'est la réglementation, c'est pas forcément l'état de l'art. L'état de l'art, c'est plus de prendre une logique de combien d'étages en tout je dois éventuellement gravir par les escaliers. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis handicapé. J'habite au rez-de-chaussée. J'ai un box de location pour garer ma voiture, mais enfin, j'ai en tout cas un box parce que je peux pas rentrer ma voiture dedans et sortir. Enfin bon, c'est un autre problème. J'ai un box et j'habite au rez-de-chaussée. Mais mon appartement est dans un logement qui a 3 étages, au-dessus du niveau du sous-sol. Enfin, grosso modo, c'est le cas numéro 4. Voilà, c'est ça. C'est le cas numéro 2. Donc l'ascenseur est non obligatoire, sauf que moi j'habite au rez-de-chaussée et je ne peux pas aller dans mon box au sous-sol. Donc la loi, je trouve qu'elle est absolument conne, parce que je ne peux pas accéder à mon sous-sol. On va passer, là c'est juste un slide pour vous dire que lorsque l'ascenseur est obligatoire, il doit être conforme à la 80-110. Maintenant dans les ERP, IOP, je vais passer tout de suite au petit quiz, puisque je préfère qu'on puisse discuter et échanger. Il n'y a pas de notion de niveau dans les ERP, dans les IOP. En revanche, il y a une notion d'effectif. C'est-à-dire qu'il y a ascenseur obligatoire dès l'instant que, quand vous faites la somme des personnes dans les étages, dès l'instant que vous avez plus de 50 personnes, vous devez l'ascenseur. Ou, si certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée, vous devez également l'ascenseur. Une petite particularité pour les établissements d'enseignement, dès l'instant que vous êtes dans un établissement d'enseignement, le niveau de 50 personnes est porté à 100. Et là aussi, pour revenir à ce que disait Olivier Moisan tout à l'heure, il n'y a pas de dérogation possible dans le neuf. Un ascenseur ne peut pas être remplacé par un élévateur. Alors si on regarde, c'est comme tout à l'heure le petit quiz, si vous avez toutes les prestations au niveau du rez-de-chaussée, dans un ERP, et si vous êtes en dessous des 50 personnes, vous n'avez pas besoin d'ascenseur. Maintenant, si les prestations ne sont pas au rez-de-chaussée mais à un autre niveau, vous devez l'ascenseur. Et si la somme des personnes dans les étages est supérieure à 50 personnes, vous devez l'ascenseur. Voilà un petit peu le résumé rapide de la réglementation concernant les ERP et les IOP. Alors, pour les bâtiments existants, c'est l'arrêté du 26 février 2007. Vous devez un ascenseur lorsque vous réalisez des travaux. Il y a 2 catégories de travaux, on va dire. Les travaux dits de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment, et les travaux de création de logement par changement de destination. Dès l'instant que vous êtes dans cette catégorie-là, il y a des ascenseurs à installer. Ou alors, l'autre cas, c'est lorsque les travaux de modification ou d'extension, lorsque le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment, hors coût du foncier, est supérieur ou égal à 80%, il y a obligation de mettre un ascenseur. Quand on refait pratiquement du neuf dans de l'ancien, quoi. Voilà. Pour les ERP et les IOP, c'est l'arrêté du 21 mars 2007 qui s'applique. Il a été complété par l'arrêté du 9 mai 2007. La réglementation applicable, avec les différentes échéances suivant le type de bâtiment et la nature des travaux de modification effectués. Oui, en fait, ce qu'il y a caché derrière, c'est qu'en fait, cette réglementation, cet arrêté du 21 mars, en fait, donne des travaux suivant 2 échéances. À la sortie de cet arrêté, il y a eu des travaux dits obligatoires à faire tout de suite sur les ascenseurs existants, c'est-à-dire des travaux qui concernaient l'intérieur de la cabine, c'est-à-dire tout ce qui était signalisation, des travaux aussi au niveau de la téléalarme,
à mettre en place et des travaux sur le palier au niveau de la signalisation. 3 travaux obligatoires sur les ascenseurs à faire tout de suite. Et il y a également dans cette réglementation un diagnostic d'accessibilité à faire sur toutes les circulations verticales. Et en fonction du résultat de ce diagnostic, des travaux à réaliser avant 2015. Alors, la référence, on l'a vu tout à l'heure, la référence de l'accessibilité pour les circulations verticales, c'est la norme EN 8070. Donc, dans les ERP, les IOP, il y a un diagnostic à faire suivant le EN 8070. En fonction de la conformité à cette norme, des travaux sont à réaliser. Excusez-moi, des travaux sont à réaliser avant 2015. Voilà. Et maintenant, donc ça me fait une bonne transition pour vous parler de la grille d'évaluation, justement, de l'accessibilité pour les ascenseurs. Alors, au niveau du groupe de travail accessibilité de la fédération, et en collaborant à un groupe, à l'origine à un groupe du ministère des Finances, qui s'appelle le groupe Études de marché, qui a vocation à éditer des guides sur différents sujets. Il y a eu un guide sur ascenseur et monte charge et accessibilité. On a développé une grille pour évaluer un ascenseur existant. C'est-à-dire, on va dans un bâtiment, il y a une circulation verticale à évaluer. On va essayer d'évaluer par rapport aux 5 handicaps qui sont pris en compte dans la réglementation, quelle est la performance de l'ascenseur existant. Et on va trouver dans cette grille, peut-être le mieux c'est de passer à la grille directement d'ailleurs, voilà. On va trouver un certain nombre d'items qui vont décortiquer en fait toutes les fonctionnalités de l'ascenseur. Il suffit, c'est un tableau Excel, il suffit de cocher si c'est présent ou pas, ici, et ça va attribuer un certain nombre de points dans cette grille, et ces points vont se ventiler pour les différentes catégories de handicap. On va prendre par exemple, si on évalue la dimension et le marquage en relief des boutons, on va attribuer des points pour ce qui est des handicaps liés à la vision. On va évaluer la dimension de la cabine, et en fonction d'aller inférieur ou supérieur égal à celle de la 8070, et là on va dire, pour les personnes en fauteuil, à ce moment-là, l'appareil, il est ou il n'est pas performant. Et une fois, je pense qu'il y a une autre diapo normalement, voilà. Et une fois qu'on va avoir rempli en fait toute cette et coché en fait cocher tous les items, il y a de l'enthousiasme à côté, c'est sympa. Hein. Une fois on va avoir coché tous les items, on va retrouver un certain nombre de totaux qui vont se collecter automatiquement. Il suffit de cocher des 3. Et ensuite, on va pouvoir avoir une évaluation par type de handicap de la performance de l'ascenseur. Au-delà de ça, on aura une note qui va être trouvée ici ou ici, qui va dire, au-delà même de la réglementation, on obtient un confort d'utilisation pour tout le monde, qui est plus performant même que ce que la réglementation prévoit. Alors l'intérêt, c'est quoi? Tout à l'heure, on me disait, l'appareil, c'est simple, il doit être conforme ou pas conforme. Alors c'est vrai que dans les ascenseurs neufs, ou dans les bâtiments neufs, ou les endroits où on va remplacer l'ascenseur par un ascenseur conforme à la réglementation, évidemment, là, il aura à peu près assurément toutes les croix remplies et donc un niveau de performance. Mais dans un bâtiment existant, il y a des endroits où on ne va pas pouvoir forcément toujours remplacer l'ascenseur parce que ça pose des problèmes de structure, notamment dans les bâtiments d'habitation où on ne saura pas forcément toujours faire la plus grande cabine. Aujourd'hui, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans la N470, il y a plusieurs types de cabines. La cabine qui est recommandée et utilisée et nécessaire en France, c'est la cabine de type 2 qui est un 630 kg. Mais dans les bâtiments existants, on ne va pas pouvoir toujours mettre cette grande cabine. Et donc, on va pouvoir, avec cette grille, évaluer l'appareil existant. D'abord, pour voir sa performance. Est-ce que, par rapport à la réglementation, son écart, c'est 5 ou 10% ou est-ce que c'est 90%? Et à ce moment-là, peut-être s'orienter pour faire un vrai choix de remplacement et envisager peut-être des modifications de structure si elles sont possibles. Ou alors se dire, effectivement, on identifie bien tous les points qui sont nécessaires et tous les écarts qu'il y a par rapport à la réglementation pour pouvoir modifier cet appareil pour le rendre performant du point de vue de l'accessibilité. Voilà. Donc cette grille, elle est à disposition à la... Cette grille, elle a été faite pas spécifiquement pour l'usage des ascensoristes. Nos professionnels l'ont à disposition.
mais on souhaitait également, on avait essayé de le proposer à l'AFNOR pour en faire un guide, etc. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout état de cause, si vous adressez à la Fédération des ascenseurs, on mettra bien volontiers à votre disposition cette grille de diagnostic. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'ascenseur. On lit la question. On a essayé de la faire dans des termes assez clairs. Y a-t-il un relief sur les boutons? On sait s'il y a un relief sur les boutons. La hauteur du bouton, la hauteur du marquage fait-elle plus ou moins 15 mm? Et voilà, il suffit de constater, de mesurer, et on coche la case qui va bien. Et quand on a fini de cocher les cases, on a la performance de l'ascenseur. Bon, je pense que c'est un outil qui est encore pas suffisamment connu, mais qui en tous les cas est à mon avis l'outil le plus performant pour faire un diagnostic d'ascenseur. Bien voilà, on arrive un peu au terme de cette présentation. J'ai encore 2 messages que je voudrais vous passer. On voyait notamment un monsieur là, qui est un agent immobilier qui était interrogé et qui disait c'est clair qu'aujourd'hui, au-delà de 3 étages, c'est une moins-value pour un immeuble s'il n'est pas équipé d'un ascenseur. Si on réfléchit à l'évolution de la démographie que je situais tout à l'heure, il est clair que quand on est dans les immeubles haussmanniens de certains arrondissements de Paris et compte tenu du prix au mètre carré de ces quartiers, il est évident que les personnes qui vont faire une acquisition aujourd'hui sont plutôt des personnes au-delà d'un certain âge, qui ont les moyens de le faire. Et ces personnes d'un certain âge, si elles veulent acheter un appartement au 4e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, elles n'achèteront pas. Donc, à l'évidence, c'est déjà le moyen de faire une plus-value sur une transaction immobilière. Et demain, compte tenu du vieillissement de la population, de la volonté de maintien à domicile et des risques de dépendance, il est évident que c'est quelque chose qui va s'accélérer. Alors, avant ce dernier slide, je voudrais simplement évoquer l'ascenseur qui, par exemple, est dans l'immeuble dans lequel la Fédération loue ses locaux. On est dans un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement de Paris, doté d'un ascenseur. La difficulté, c'est qu'on a une porte cachère qui donne sur la rue, on a un digicode à l'entrée. Quand on a tapé sur le digicode et que la porte s'ouvre, quand la porte cochère n'est pas ouverte et simplement le portillon, il y a à peu près 40 cm d'obstacles à franchir. Pour une personne handicapée, c'est infranchissable. On arrive un peu plus loin dans le hall de l'immeuble, et là, il y a 2 marches. Au-delà des 2 marches, il y a un interphone. Alors évidemment, être sur les 2 marches avec mon fauteuil roulant pour appuyer sur l'interphone, c'est mission impossible. Et pour des personnes avec handicap cognitif ou autre, cet interphone, même moi, quand il m'arrive de ne pas avoir mes clés et de sonner, c'est de la difficulté à trouver Fédération des ascenseurs. Donc, je ne vous dis pas quelqu'un avec un handicap cognitif. Ensuite, on arrive dans le hall. Dans le hall, il y a à nouveau 2 marches. Et ensuite, on est sur le palier de l'ascenseur. Là, on a une porte battante, parce que c'est un ascenseur ancien qui a été mis en sécurité, extrêmement pratique à ouvrir quand on est une personne handicapée. Et quand l'appareil est arrivé à l'étage, qu'on a ouvert la porte battante après avoir passé tous les obstacles qui étaient en amont, on s'aperçoit que la cabine est trop petite pour entrer en fauteuil roulant et on repart chez soi. Donc, c'est pour cette raison que dans le cadre de la révision du DTU 75.1, puisque la programmation des ascenseurs dans un bâtiment, c'est régi par un DTU qui date de 1975, qui a été rendu applicable en 1978. Il était convenu il y a quelques années de rajeunir ce texte pour déjà intégrer toutes les dispositions relatives au handicap et qui étaient rendues obligatoires, et puis tenir compte du fait qu'on fait la programmation maintenant d'immeubles qu'on va construire dans les années à venir, et peut-être à nouveau pendant les 25 ans qui viennent, et d'immeubles qui vivront 50 ans derrière. Donc, certaines dispositions étaient introduites, elles n'ont pas été jugées d'un intérêt majeur par les constructeurs et les promoteurs immobiliers qui ont mené une croisade pour demander à Monsieur le ministre du Logement d'annuler cette norme, et donc cette norme a été annulée. Aujourd'hui est en cours de réécriture plutôt sous la forme d'un fascicule de documentation au niveau de l'AFNOR, et ce vers quoi on évolue, c'est vers probablement 2 niveaux. Un niveau 1 qui serait le strictement réglementaire et qui n'apporterait aucune obligation supplémentaire par rapport à celle de 1975, et un niveau 2 que je qualifierais d'accessibilité plus, qui pourrait être considéré comme un moyen de valoriser un bâti de façon intelligente et en réfléchissant au futur et en réfléchissant en termes de développement durable. Ça ne sert à rien d'être obligé de casser les immeubles ou de casser les ascenseurs dans 10 ans, dans 15 ans, si jamais on arrive à être intelligent sur le plan réglementaire. Juste un slide et j'ai terminé. Donc,
je pose la question, est-ce qu'on ne doit pas aller vers une vraie qualification de l'accessibilité verticale des bâtiments, c'est-à-dire dans des immeubles d'habitation ou de bureaux, dans des métros, je pense que le métro de Paris est un parfait exemple, dans des lieux publics où on a des volets d'escalier majestueuses, dans des centres commerciaux. Est-ce qu'il ne faut pas appréhender l'accessibilité de façon concrète? Est-ce que le simple fait de dire « oui, mais il y a un ascenseur », c'est la panacée et ça permet de résoudre tous les problèmes d'accessibilité? Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin et se dire est-ce que cet ascenseur a une cabine de taille suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle, quelques marches à franchir avant de le prendre? Est-ce que les portes s'ouvrent automatiquement? Est-ce qu'il y a un système qui empêche les portes de se refermer sur la personne en fauteuil pendant qu'elle est en train de rentrer ou de sortir de la cabine, ou la personne âgée, parce que ça accidente énormément de personnes âgées, et ainsi de suite. Donc nous poussons vers ça. Il n'y a pas d'aspect mercantile là-dedans. Je pense qu'il est de notre devoir, en tant que sachant, en tant qu'homme de l'art, d'attirer l'attention sur le fait que le simple fait de dire il y a un ascenseur ou il y a un appareil élévateur ne suffit pas en soi et qu'il faut remplir d'autres conditions pour effectivement permettre à toute personne handicapée de pouvoir se déplacer verticalement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On a fait la démonstration que malgré des handicaps multiples, dont celui des gens qui causent dans la salle à côté, on a réussi à faire notre conférence. Je voudrais vous faire part d'une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit en début d'intervention et ensuite une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des ascenseurs qui étaient parfois dans les gares, dans les métros, alors évidemment pas forcément le métro parisien, une fois encore, et du fait qu'ils étaient peu utilisés, en tous les cas que vous aviez constaté que sur leurs 10 premières années, ils l'étaient peu. C'est l'explication que je vous propose, après elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que souvent ces ascenseurs étaient ou sont un peu excentrés, genre en extrémité de quai ou un peu en zone à l'ombre, ce qui fait que moi en tant que personne malmarchante ou même une personne en fauteuil, on se sent pas très sécure à l'idée d'être seul dans un ascenseur qui est un peu au milieu de nulle part, parce qu'on se dit que s'il se passe quoi que ce soit, on va être franchement seul au monde. Donc moi ces ascenseurs-là, je les ai pris et je ne les prends jamais. Donc quelque part que les personnes pas directement concernés par des problématiques d'élévation se les soient appropriés et les partagent avec nous, moi j'aime autant, franchement. Donc ça c'était ma première remarque. Et sinon j'ai une petite question, c'est pas un aspect qui a été directement abordé là, mais le fait est que se pose de plus en plus souvent, et se posera de plus en plus souvent, la nécessité de rendre accessibles les différents niveaux d'une maison individuelle ou d'un logement dans des petites copropriétés où la configuration même de la copropriété n'a pas rendu nécessaire l'installation d'un ascenseur. Et moi, je peux vous dire que dans mon cadre professionnel, j'ai régulièrement cette demande. Et aujourd'hui, les solutions qui sont proposées, même avec les capacités de financement qui existent maintenant, le coût pour le futur utilisateur handicapé, c'est encore souvent rédhibitoire, ou alors ça demande une restructuration sur une certaine zone de l'appartement, quoi que ce soit, qui est encore franchement inconcevable. Donc je ne sais pas les solutions sur lesquelles vous travaillez, mais... Okay. Alors, par rapport à cela, peut-être Olivier voudra répondre, mais une chose est certaine, c'est que quand je compare le prix d'un ascenseur neuf dans un bâtiment neuf en construction, qui est de l'ordre en moyenne de 30 000 € pour l'ascenseur courant, qui est un 5 niveaux en France. L'ascenseur moyen, c'est un 5 niveaux, une cabine donc 630 kg, 8 personnes, c'est un peu moins de 30 000 €, le prix moyen d'installation d'un ascenseur. Le prix moyen d'installation d'un ascenseur dans un bâtiment existant, c'est au moins le double. Et fonction des contraintes, c'est-à-dire on va couper un escalier, on va créer quelque chose dans un existant, il peut y avoir des contraintes de gros œuvres qui sont extrêmement importantes. Alors pour ce qui concerne les élévateurs de personnes dans le domestique, je laisse Olivier. Alors, évidemment, c'est un vrai sujet, c'est que on a bien parlé de l'accessibilité, c'est-à-dire de rendre le domaine public, pour faire simple, accessible, et on parle de l'habitation collective et puis des ERP. Mais évidemment, il y a une question importante dans le vieillissement, et une question qui s'est pas mal traitée dans les médias, c'est la question de la perte d'autonomie et du maintien à domicile. Et là, pour ça, effectivement, il va bien falloir trouver des solutions. Alors, j'ai une première remarque. La première remarque, c'est la réglementation actuelle de la construction des maisons individuelles. Lorsqu'on construit une maison individuelle neuve sur 2 niveaux et qu'on est promoteur, on a une obligation, c'est rendre accessible l'unité de vie.
et vous allez suivre avec moi l'erreur qu'il y a dans cette réglementation, c'est l'unité de vie, c'est la cuisine, la salle à manger, le cabinet d'aisance avec un point d'eau. Et là, je m'arrête et vous me dites, mais il a oublié la chambre et la salle de bain. Je ne l'ai pas oublié. Dans la réglementation, il n'est possible de construire une maison réputée accessible du point de vue de la réglementation sans que ni la chambre ni la salle de bain soient accessibles. Donc ça, c'est la première observation. Il y aurait probablement une évolution intéressante, non pas à rendre obligatoire les élévateurs ou les ascenseurs domestiques dans toutes les maisons individuelles, ils sont construits à peu près 300 000 par an, mais de trouver au moins, de mettre une contrainte, elle existe dans d'autres pays, de la possibilité de facilement transformer cette maison pour y mettre l'élévateur. Là encore, comme disait Jean-Luc, c'est pas l'élévateur qui coûte cher. Aujourd'hui, un ascenseur de maison individuelle, un petit ascenseur qui va à 0,15 m avec une petite cabine fermée, mais avec une cabine de, on va dire, 800 par 1300 pour permettre une accessibilité avec une personne pour une certaine fauteuil, ça vaut aux alentours, on en trouve sur le marché à partir de 12 000 €. Enfin, c'est pas très très cher, c'est un peu cher quand même. Mais si jamais il faut casser la structure de la maison, y rajouter un mur porteur, couper une dalle, là par contre on va aller très très vite vers des prix beaucoup plus importants. Donc on peut prendre l'exemple par exemple du Japon qui a d'autres, on le sait très très bien depuis l'année dernière, des conditions sismiques par exemple très contraignantes, et quand on construit une maison individuelle au Japon, on doit prévoir une trémie d'élévateur parce que après on ne pourra plus jamais modifier la structure de la maison parce que les règles sismiques font qu'une fois que la structure est définie, on ne peut plus y toucher. Donc ils ont rendu obligatoire la possibilité que quelque part dans la maison, on puisse, quand on construit une maison individuelle, démontrer qu'on pourra facilement y mettre un élévateur. Le Japon, vous le savez, c'est une population qui a des problèmes de vieillissement un peu plus importants que les nôtres, que notre société. Donc voilà, il y a probablement des évolutions réglementaires de ce point de vue-là. Donc il existe des solutions. Alors voilà, ça vaut pas, c'est quand même un équipement de transport de personnes, donc c'est un tarif quand même, un prix d'entrée en fait qu'on peut évaluer, mais en fait vraiment ce prix d'entrée il peut être amélioré si on modifie un peu la réglementation en ce qui concerne les maisons individuelles. Aujourd'hui, les constructeurs de maisons individuelles se penchent sur cette question-là parce qu'ils se rendent bien compte, et donc un certain nombre d'entre eux ont des démarches dans ce sens-là pour essayer d'avoir des programmes de construction qui intégreront soit directement en série, soit avec une option facile à mettre en œuvre par le futur acheteur, la possibilité d'installer un élévateur. Quand on est le seul occupant de la maison, bon, on peut s'en arranger, mais quand la problématique se pose dans une copropriété ou celui qui va avoir besoin de l'ascenseur, moi j'ai un dossier très précis en tête, si vous voulez, où la personne, la seule solution qu'elle a, c'est qu'en fait il soit mis en extérieur le long de sa paroi. Bah, les autres participants à la copropriété ne veulent pas de cet ascenseur le long de la paroi. Voilà, donc vous voyez. Mais tout à l'heure, Jean-Luc parlait du fameux DTU 75.1. Moi, sans vous raconter toute ma vie, je suis né à Sarcelles, dans un grand ensemble. Et dans ce grand ensemble, on a construit plein d'habitations qui ont 4, 5 étages, même 6 étages, dans lesquels il n'y avait pas d'ascenseur. Et aujourd'hui, s'il fallait mettre un ascenseur, on ne pourrait, parce que la structure du bâtiment a été inventée comme ça, que desservir des demi-niveaux. On aurait de toute façon, en sortant de l'ascenseur, encore une volée de marche à monter. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on a cru utile de mettre au niveau du palier tous les compteurs de gaz, d'électricité, etc. Donc on pourrait rentrer par l'autre côté, mais si on veut le faire, il faut casser tous les réseaux. Voilà typiquement une réflexion qui doit être menée. Et le DTU, je pense, quand il disait il faut envisager de pouvoir mettre un ascenseur aujourd'hui, mais d'en mettre facilement un deuxième demain, c'est ça. C'est de réfléchir quand on construit le bâtiment, comment dans les structures qu'on va mettre en place, on va pouvoir facilement, avec des modifications simples et peu coûteuses, ajouter un deuxième ascenseur. Et là encore, c'est pas parce que la profession veut vendre des ascenseurs et s'assurer des revenus confortables. C'est parce qu'aujourd'hui, l'ascenseur, enfin, il y a 25 ans, l'ascenseur, c'était un accessoire de l'escalier. Aujourd'hui, dans les bâtiments d'habitation, l'escalier, souvent, il faut faire tout le tour pour le trouver parce qu'on ne sait plus où il est. Là, ça illustre comment l'ascenseur est devenu l'outil indispensable de l'occupant du bâtiment d'habitation. Et demain, on ne pourra pas se permettre que l'ascenseur soit hors service, ne serait-ce qu'une journée, parce que les conditions de mobilité pour ces occupants seront devenues vitales. Donc là encore, c'est une réflexion sur la réglementation, certainement, mais c'est une réflexion sur les pratiques. Et en matière de construction, on doit avoir cette réflexion-là. Il y a un terme dont on utilise souvent un peu trop largement à mon goût, le développement durable. Mais le développement durable, à mon sens, ça devrait être ça. C'est de se dire comment
je construis aujourd'hui avec mes contraintes aujourd'hui, compris mes contraintes économiques, mais que ces contraintes économiques demain, d'aujourd'hui, elles ne m'empêchent pas demain de continuer à avoir un usage qui progresse du bâtiment qui a été construit. Alors, à titre d'exemple, la presse a relayé depuis ce matin le cas d'une personne handicapée qui est chez elle, coincée depuis un certain nombre de semaines du fait de l'arrêt de l'ascenseur. France 3 m'attend pour une interview juste après la conférence sur ce sujet. On en parlera au JT de ce soir. Et ce sera une fois de plus, j'irai régulièrement, toutes les 3 semaines, tous les mois maintenant, on parle de la personne bloquée chez elle parce que l'ascenseur est en panne. La dernière fois, c'était à 3 et la personne était bloquée au 8e étage. La bonne question à se poser, c'est est-il normal que dans un immeuble où une personne habite au 8e étage, qu'elle soit handicapée ou non, il n'y ait qu'un seul ascenseur pour desservir cet étage? Et quand aujourd'hui, on essaie de réfléchir à la programmation de la construction des immeubles bâtis pour les 20 ans ou 30 ans qui viennent, et qu'on dit un certain nombre de personnes autour d'une table, intelligemment, il faut au moins écrire que pour les bâtiments où la réglementation n'oblige qu'un seul ascenseur aujourd'hui, il faut se réserver la possibilité d'en mettre un deuxième en œuvre facilement, sans le créer obligatoirement d'un appendice sur le bâtiment. Ça peut être des planchers prépercés à un endroit dans un couloir aveugle, au bout d'un couloir aveugle, qu'on puisse percer ultérieurement facilement. C'est pas du lobbying de la profession. La profession n'a rien à y gagner. C'est pas parce qu'il y aura une réservation quelque part dans un bâtiment qu'elle aura vendu un ascenseur. Et demain, la profession va vendre des ascenseurs à 30 000 euros au lieu de vendre 70 000 euros, c'est-à-dire 40 000 euros de travaux plus un ascenseur. Donc on n'a rien à y gagner. On essaie simplement, en tant qu'homme de l'art, d'être intelligent. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne raisonne que sur du court terme. On ne veut pas raisonner sur du long terme. Et je pense que c'est extrêmement dommageable compte tenu de l'évolution démographique qui est attendue. Et compte tenu de ce que vous venez de dire, est-ce que les autres pays d'Europe ont cette perspective un peu plus positive ou tout le monde raisonne à court terme? Et pourquoi on ne peut pas imposer ce raisonnement à tout le monde? Alors, je vous ai montré volontairement une carte d'Europe tout à l'heure pour vous montrer que le paysage européen n'était pas beaucoup plus vert foncé que la France. On a même des pays qui sont moins exigeants encore aujourd'hui, tels que l'Allemagne. Par contre, il y a au moins une chose dont on peut être fier, c'est que par rapport à beaucoup d'autres métiers, par rapport à beaucoup d'autres composants du bâtiment, il y a une uniformité, une unicité au niveau européen et qui est en train de faire tache d'huile au niveau mondial sur les conditions de mise en œuvre d'un ascenseur accessible. C'est cette fameuse norme EN 8070 qui est en train de servir de modèle au niveau mondial, qui fait qu'un handicapé visuel, un handicapé auditif qui utilise des fonctionnalités d'un ascenseur récent, conforme à l'EN 8070, il va retrouver ces mêmes habitudes qu'il voyage en Angleterre, en Allemagne, dans le Benelux ou en France, si vous voulez. Et je pense qu'il y a peu d'équipements dans le bâtiment qui ont ce niveau d'uniformité aujourd'hui. Et ça, on en est fiers. C'est en tant qu'entreprise spécialisée dans l'accessibilité du handicap auditif au cadre bâti que je souhaiterais faire une remarque à la fédération. En ce qui concerne le handicap auditif, je n'ai jamais remarqué une boucle magnétique d'ascenseur qui fonctionne, même dans des installations neuves telles celles du Stade de France, qui ont pourtant été visées en plus par le bureau Veritas. Or, une boucle magnétique, c'est extrêmement facile à réaliser, même dans un environnement métallique. Et je m'interroge sur la façon de faire des constructeurs. Il y a 3 ou 4 ans, je m'étais adressé à 10 ou 12 fabricants d'ascenseurs en France et spécialistes de l'ascenseur, en leur expliquant que le marché était bien fourni en boucle magnétique, mais que 90% au moins d'entre elles ne marchaient pas. Tout simplement parce que la norme qui s'y rapporte n'est pas respectée. Et je n'ai eu qu'une seule réponse, parce que ça s'applique aussi aux ascenseurs d'après la loi, que vous avez cité. Et une seule réponse, c'était de ThyssenKrupp, qui est venu à Paris, à qui j'ai fait une démonstration d'un ascenseur avec une boucle qui marche. On a discuté de points de détail et puis on les a plus vus. Mais pas d'autres réponses. Quelques mois après, la SNCF, pour qui j'ai fait des démarches,
m'ai chargé d'aller visiter ThyssenKrupp à leur fabrique à Angers afin de voir si leur boucle pouvait marcher. Eh bien, pendant toute la journée, ils n'ont pas été capables de faire marcher une seule boucle. Je ne comprends pas comment ça peut arriver dans un pays comme ça. Est-ce que vous pouvez avoir un certain poids pour les faire évoluer? Merci. Alors, Olivier pourra vous répondre sur la partie plus technique. Sur la partie réglementaire, aujourd'hui, la seule imposition qui soit faite d'une boucle magnétique pour amplifier le signal de la téléalarme de l'ascenseur, c'est-à-dire une personne est bloquée en cabine, elle appelle pour avoir effectivement quelqu'un qui vient la débloquer, qui vient dépanner l'ascenseur. Cette obligation de boucle magnétique n'existe paradoxalement que dans la partie réglementaire relative à la modernisation, à la modification d'un ascenseur existant. Si je modifie un ascenseur existant, j'installe une téléalarme, je suis obligé d'avoir une boucle magnétique. Alors que paradoxalement, il n'a pas été prévu dans la réglementation des appareils neufs cette boucle magnétique. Donc, ça c'est la réponse réglementaire. Je vais essayer de vous faire une réponse technique et en faisant un petit mea culpa. On s'est rendu compte il n'y a pas tellement longtemps qu'effectivement il y a quand même un certain nombre d'ascenseurs neufs, même si la 8070 ne le prévoyait pas directement, dans lequel on installe des boucles magnétiques. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, les personnes qui font l'installation de ces dispositifs-là, d'une part, ne sont pas concernées directement par le sujet, autant ils arrivent facilement à tester tout ce qui fonctionne et tout ce dont le fonctionnement est apparent, autant sur cette partie particulière, il n'y avait pas toujours l'outillage, l'outil qui permet, si on n'est pas soi-même malentendant équipé, comment on vérifie que la boucle magnétique fonctionne et qu'elle fonctionne à tous les positionnements, c'est-à-dire y compris à proximité du moteur, puisque en fait vous avez raison de dire que ce n'est pas tellement le problème de la cage métallique. La cage métallique, elle ne va pas empêcher la boucle magnétique de fonctionner. On a un petit souci concernant le fonctionnement des boucles magnétiques, mais vous avez raison de dire qu'il existe aujourd'hui sur le marché des produits qui savent dépasser ça. Mais quand on arrive à proximité du moteur, et le moteur est maintenant installé dans la gaine dans 99% des cas, ce moteur produit un champ magnétique qui avait tendance à perturber cette boucle magnétique et à gêner son fonctionnement. Comment ? Ouais, bah, vous êtes probablement, je vais faire je vais être assez modeste là-dessus, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais j'ai participé à une réunion au moment de Batimat avec des spécialistes du monde de l'auditif, et notamment un certain nombre de personnes qui, eux, équipent les gens qui doivent réceptionner et qui ont des prothèses auditives. Et je ferai après un commentaire d'ailleurs là-dessus. Donc aujourd'hui, je sais que dans la profession, de plus en plus, on s'équipe d'outillages qui permettent à l'installation de tester vraiment et de tester le fonctionnement assez simplement. Hein, c'est des petits boîtiers qui permettent de dire la boucle magnétique, elle est installée, elle est raccordée, et effectivement, elle fonctionne parce qu'on valide son signal par un petit outillage. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est assez récent, et il a pu s'installer un certain nombre de choses. Alors, vous prenez l'exemple, par exemple, du Stade de France. Il me semble, mais j'en suis pas sûr, mais il me semble que justement, c'est une critique qui a déjà été faite, que les ascenseurs du Stade de France ne sont pas équipés de boucles magnétiques. Alors, à l'inverse de ça, on s'est rendu compte que les efforts qui étaient faits dans ce sens d'installation de la boucle magnétique... oui. Alors... mais je vais refaire deux petits commentaires. À l'inverse de ça, les personnes avec qui on était en discussion lors d'une table ronde à Batimat, qui sont des fabricants de prothèses auditives, disaient que beaucoup de ces prothèses sont mises sur le marché avec le récepteur de boucle magnétique inhibé par le constructeur de façon à limiter le nombre d'ennuis pour le constructeur lui-même et de ne pas avoir trop de SAV à faire. Donc effectivement, il y a un double travail à faire. Les professionnels que nous sommes doivent améliorer leur expertise sur cette question de la boucle magnétique, mais les utilisateurs doivent avoir une exigence que cette boucle magnétique fonctionne dans le produit qu'ils achètent, parce que sinon, on va équiper tout le monde et finalement, personne ne va l'utiliser. Je voudrais juste répondre à monsieur. Donc moi, je représente la société Amphitech. On est fabricant de téléalarmes qui sont équipés également de boucles inductives. Il est vrai que bien souvent, les produits ne sont pas testés. Les ascensoristes, on commence à s'équiper d'outils de test, mais il est vrai que c'est souvent le cas où les produits ne sont pas testés
au moment de l'installation en fait. Mais il y a des solutions qui existent effectivement et de plus en plus, ça a tendance à fonctionner au jour d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Mais est-ce qu'il le fournit en Fitech? Je pose la question. Sans vouloir vous accabler, parce que ce n'est pas l'objectif, j'ai parfois constaté que même dans des ascenseurs qui manifestement sont dans les nouvelles normes, avec tout tel que ça a été présenté, parfois je suis à peu près convaincu, la norme me le confirme, que l'annonce sonore existe, sauf qu'elle n'est pas activée. Et ça arrive de temps à autre. Alors moi, elle ne me manque pas, mais je me dis qu'il y a des gens auxquels elle manque. C'est vrai. Alors je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, de base, la synthèse vocale ou tout ce qui est les gongs sont activés à la mise en service, mais à la demande de certains copropriétaires de logements, par exemple, demandent de réduire. Alors le problème, c'est qu'en fait, c'est réglable de 30 à 60 décibels. 60 décibels, c'est quand même assez fort, hein. Et évidemment, des fois, par erreur également, peut-être de notre part, c'est réglé à 60 décibels, ce qui fait qu'au lieu de demander à ce que le niveau sonore soit baissé, il nous est demandé de le supprimer complètement. Et donc, en interne, on fait un gros travail pour que justement ça soit réglé au minimum dès le départ pour pouvoir l'augmenter. Mais c'est vrai que c'est une demande qui est souvent faite. Mais sur cette remarque-là, en fait, on voit l'importance que cette notion d'accessibilité, ce soit d'abord une notion de vivre ensemble, c'est-à-dire de se dire, ces équipements-là, comment j'accepte, comment ils doivent permettre de faire que la société reste vivable pour tout le monde, et que ce ne soit pas des éléments, tout à l'heure vous disiez, l'élévateur à l'extérieur, on a acheté un bâtiment, on va défigurer la façade pour mettre un élévateur, on voit bien qu'il y a une discussion nécessaire entre celui qui en a besoin et celui qui n'en a pas besoin. Et ça, c'est, à mon sens, jamais la réglementation qui va traiter ça. C'est nos états d'esprit qui doivent absolument faire des bouts de chemin pour qu'on accepte les uns et les autres d'être dans un compromis. Je ne crois pas qu'on va... Si on est les uns en disant « moi, je veux que tout soit formidable, etc. » et que tous les distributeurs de billets, par exemple, soient tous à hauteur d'une personne en fauteuil et qui deviennent du coup très difficiles à utiliser pour toutes les personnes qui sont debout. Je pense que si on reste dans ces affrontements-là, on ne progressera pas, quoi. Bien. Là, on commence à entrer dans la philosophie. Donc, on va peut-être continuer ces discussions parce que je vois que les gens de la conférence suivante attendent à la porte. Donc, on peut continuer à discuter si vous le souhaitez, pendant qu'on remballe. Merci de vous être déplacé, merci de votre attention et en espérant que ce débat aura pu vous être utile.